en présentiel, soit en distanciel, pour participer à cet anniversaire de notre revue. J'en profite pour dire tout le plaisir que j'ai à travailler avec les co-rédacteurs de cette revue et avec la rédactrice en chef. Chaque réunion nous permet de découvrir plein de choses et de discuter enfin sur des problèmes éditoriaux, ce qui ne m'était jamais arrivé jusque-là. Je dois vous présenter notre table ronde numéro 3, qui, vous le voyez, est particulièrement nombreuse, et je remercie tous les collègues qui ont pris le soin de venir jusqu'à nous, en particulier évidemment les collègues qui viennent de loin, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, puisque selon notre principe habituel, lorsque nous faisons du droit comparé, nous essayons d'avoir à chaque fois un binôme par État, en ayant un spécialiste de la discipline enseignant en France et un spécialiste de la discipline enseignant dans le pays dont on parle. S'ajoute évidemment aujourd'hui Aymeric Poteau, professeur à l'université de Lille, qui lui va nous parler de l'Union européenne qu'on a mis dans le droit comparé avec un peu peut-être de présomption. Pour ce qui est de l'Espagne, je remercie Madame le professeur Marta Villar, professeure de droit financier et fiscal à l'université San Paolo CIU de Madrid, et Madame Blandin, Amandine Blandin, qui est enseignante-chercheuse à l'université de Lille. Pour ce qui est de l'Italie, je remercie le professeur Giacomo Del Done, professeur à la Scuola Superiore Santa Anna de Pise, et Madame Katia Blaireau, maître de conférence à l'université de Lorraine. Pour ce qui est de l'Allemagne, je remercie le professeur Johannes Ellermann, professeur de droit public, fiscal et financier à l'université de Bielefeld, et Monsieur Jérôme Germain, maître de conférence à l'université de Lorraine. Nous allons essayer de distinguer nos débats en 3 étapes. Un premier point sur le cadre d'intervention et le niveau d'intervention dans les différents États, et aussi dans l'Union européenne, pour savoir si ce sont les États, l'Union ou les collectivités parastatales qui interviennent dans ce domaine. Puis nous aurons un second point sur le type d'intervention retenue, qu'il s'agisse d'intervention financière ou non financière. Et enfin, à titre de conclusion, nous essayerons de voir l'efficacité des choix retenus et le contrôle de l'effectivité de la prise en compte de l'environnement dans la politique financière et budgétaire globale de l'Union d'une part et des États et des entités parastatales de l'autre. Pour essayer de fixer le cadre de ce débat, je vais proposer la parole tout d'abord à Aymeric Poteau, qui va présenter la situation et le cadre et le niveau d'intervention dans le droit européen. Ensuite, interviendront tour à tour l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Cher Aymeric, vous avez la parole. Je vous remercie pour l'invitation à intervenir sur l'Union européenne intégrée dans le droit comparé. Effectivement, c'est iconoclaste pour une organisation dite sui generis qui ne peut donc par hypothèse être comparée qu'à elle-même, n'ayant pas d'équivalent. Alors, au sujet donc du cadre général, je ferai 4 principales observations. La première qui tient naturellement compte tenu de la nature de l'Union européenne à la question de la compétence. Elle est régie par les principes des compétences d'attribution. Et donc relever que depuis l'acte unique européen, elle dispose d'une compétence en matière environnementale et donc habilitée à intervenir dans ce domaine. Ça appelle une deuxième observation très générale relative à la nature de la compétence dont elle dispose en la matière. Sa compétence n'est que partagée. Et donc ces États membres demeurent compétents en la matière aussi longtemps que l'Union européenne n'a pas exercé ses pouvoirs normatifs en la matière.
Et c'est vrai que cela a des incidences puisque l'Union européenne est aux côtés finalement de ses États membres, partie contractante aux engagements internationaux en matière climatique. Je pense en particulier à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention de New York, ainsi entre autres qu'à l'accord de Paris. Elle est partie contractante avec ses États membres et elle a tenu à indiquer dans une déclaration qui a accompagné l'approbation de cet engagement qu'évidemment elle participera à la riposte au changement climatique avec les États membres dans le cadre d'une action conjointe avec ceux-ci et ceci dans le cadre des compétences respectives de chacun d'eux. Et ceci se traduit dans un acte très important qu'a adopté l'Union européenne en la matière par la voie d'un règlement. Elle a adopté une loi européenne pour le climat, qui n'est en rien une loi puisque l'Union européenne n'adopte pas de loi, mais bon, elle a voulu marquer par cet intitulé officieux le fait que cet acte est un cadre très important pour elle. Et dans cette loi européenne sur le climat, elle a défini des objectifs contraignants pour elle et pour ses États membres, celui de la neutralité climatique dans l'Union d'ici 2050. Et elle indique une chose intéressante dans cette loi, l'Union européenne, elle indique que cet objectif sera poursuivi en tenant compte de la nécessité de promouvoir tant l'équité que la solidarité entre les États membres, et elle sera attentive également à veiller au rapport coût-efficacité dans la réalisation de cet objectif. Donc voilà, sur la méthode, c'est un élément qui est à prendre en considération et qui est, troisième observation, parfaitement concordant avec un principe que posent les traités institutifs depuis de nombreuses années, c'est-à-dire un principe de répartition finalement du financement des questions de la mise en œuvre de la législation en matière environnementale. Les traités précisent qu'en principe, il revient aux États membres de financer les mesures en matière environnementale, les mesures que l'Union européenne serait amenée à prendre en matière environnementale. Ça relève donc de la compétence des États, pas de l'Union européenne en la matière. Mais elle associe à ce principe une forme de, je ne sais pas si on peut dire une dérogation, mais en tous les cas un principe très fort qui est que si les coûts sont jugés disproportionnés pour certains États, alors l'Union européenne est appelée à financer ces coûts disproportionnés ou prévoir des dérogations. Et donc, si on veut éviter la dérogation en matière de transition, l'idée c'est que un financement est offert par le fonds de cohésion, c'est ce que prévoit le traité, donc de manière assez restrictive, c'est une des missions du fonds de cohésion, donc pour les États les moins prospères de l'Union européenne. Donc il y a déjà cette articulation dans les traités, dans le droit primaire, entre finalement le financement par les États et le financement, je dirais, accessoire d'accompagnement par l'Union européenne. La quatrième observation que je voudrais faire dans le cadre du cadrage général pour l'Union européenne, c'est l'idée de soulever que la question environnementale pour l'Union européenne n'est pas seulement un titre de compétence express, c'est aussi un principe qui doit irriguer l'ensemble des politiques de l'Union européenne. C'est une précision qu'apporte le traité, une disposition de nature finalement assez transversale, à tel point d'ailleurs que l'on trouve traduction de ce principe dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantit finalement d'une certaine manière le droit à un environnement sain en la matière. Et donc c'est un principe qui est tout à fait transversal. Et on en a des illustrations concrètes. Par exemple, la loi européenne pour le climat que j'évoquais précédemment impose désormais à la Commission européenne, à chaque fois qu'elle propose un acte, et c'est important puisque c'est l'autorité qui est investie du monopole de la proposition au sein de l'Union européenne, du moins en principe, elle a l'obligation désormais, en application de ce règlement, d'évaluer ces propositions, y compris lorsqu'il s'agit, précise la loi européenne pour le climat, y compris lorsqu'il s'agit de propositions budgétaires, de évaluer ces propositions au regard de l'objectif de neutralité. Et si, évidemment, il y a un non-alignement avec cet objectif, il faudra le justifier, le motiver. Et donc, finalement, dès d'abord,
il y a cette exigence au plan européen. Mais plus généralement, ce que je voudrais souligner, avant d'aller plus loin lors des prochains tours de parole, c'est que finalement, la question environnementale irrigue l'ensemble de l'action de l'Union européenne, pas uniquement son action financière, et nous verrons que par les différentes prérogatives dont elle dispose, l'Union européenne, et qui sont extrêmement variées, les méthodes d'intervention, elle peut intervenir sur les questions financières dans les États membres, participer au verdissement des finances publiques nationales par l'intermédiaire de prérogatives qui, a priori, par l'intermédiaire de véhicules qui ne sont pas, a priori, financiers au départ. Voilà ce que je pouvais dire dans le cadre du cadrage très général. Merci, Aymeric, et je donne tout de suite la parole au binôme espagnol qui est ici. Premièrement, merci beaucoup de votre invitation. C'est un honneur pour moi de participer à cette excellente conférence et félicitations pour le centenaire de la revue. De la part de l'Espagne, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce premier grand thème, le cadre d'intervention? En premier lieu, par regard des compétences, la répartition des compétences environnementales en Espagne est fortement décentralisée, ayant les communautés autonomes un degré d'autonomie particulièrement élevé. La Constitution espagnole attribue à l'État une compétence, on peut dire, de nature transversale, dont la fonction est une action a minima, ce qui permet aux communautés autonomes, c'est-à-dire à notre région, d'établir des normes complémentaires et des niveaux de protection plus élevés. En plus, autant que la question environnementale est aussi un élément à considérer dans d'autres politiques publiques sectorielles, ça veut dire énergie, transport, eau ou déchets par exemple, les conflits de compétences en Espagne entre l'État et les communautés autonomes sont fréquents. S'agissant des municipalités, la Constitution espagnole ne définit pas leurs compétences environnementales, mais celle-ci découle du principe de son autonomie pour gérer leurs affaires ainsi que du mandat confié à tous les pouvoirs publics de veiller à la défense de l'environnement. Leurs compétences environnementales sont plus clairement définies par le législateur étatique et autonome. Par rapport aux compétences budgétaires, le plus important ici, c'est d'insister que dans les trois niveaux, en Espagne, les trois niveaux sont régis par les deux principes importants, stabilité budgétaire et financement durable. La loi organique de 2012 a intégré la viabilité financière comme un principe directeur de la performance économique et financière, régissant toutes les administrations publiques espagnoles, l'État, les communautés autonomes, les municipalités, les entreprises locales et la sécurité sociale. Cette loi visant à renforcer la stabilité budgétaire, non seulement dans une situation conjoncturelle, mais de façon permanente, a été précédée de la nouvelle version de l'article 135 de la Constitution, selon lequel toutes les administrations publiques seront alignées sur le principe de stabilité budgétaire. Ça veut dire que ce partage des compétences environnementales entre les niveaux étatiques et infra-étatiques en Espagne est un facteur de complexité. Complexité, c'est un mot qu'on a bien eu dans les sessions précédentes, et pose un défi important de coordination. Le risque étant de ne pas atteindre les objectifs fixés au niveau étatique et alors au niveau européen. Le problème, à mon avis, c'est à la fois juridique, administratif et politique. Maintenant, c'est Amandine qui va continuer. Merci. Alors cette complexité de la gouvernance, elle se constate par exemple actuellement s'agissant de la mise en œuvre du plan pour la reprise de la transformation et la résilience, qui en fait est le plan de relance espagnol et qui est censé entre autres financer la transition écologique, par exemple sur les 70 milliards d'euros qui devraient être déployés sur la période 2021-2023, 40% devraient être consacrés à la transformation verte.
Or, évidemment, ce plan est national, il a été élaboré par l'exécutif espagnol, mais ce sont les administrations territoriales, principalement les communautés autonomes, qui doivent exécuter les ressources. Alors, le gouvernement espagnol, au moyen d'un décret-loi notamment, s'est efforcé de mettre en place une gouvernance spécifique. Plusieurs organismes ont été créés à cet effet. Une commission pour le redressement, la transformation et la résilience, un comité technique, une unité de suivi, une autorité de contrôle. Il y a également des conférences sectorielles qui s'étaient déroulées entre l'exécutif espagnol et les communautés autonomes, notamment au moment de l'élaboration du plan. Toutefois, visiblement, tout cela ne suffit pas, puisque les communautés autonomes ne veulent pas seulement exécuter, mais elles aimeraient pouvoir également choisir les projets sélectionnés dans la mise en œuvre du plan, notamment ce qu'on appelle les projets PERT, dont on va vous reparler tout à l'heure. Je passe maintenant la parole. Pardon. Allez. Je vous en prie. Très rapidement, cette complexité de la gouvernance se constate également, autre exemple parlant, en matière de fiscalité environnementale. Ça c'est parce que la diversité des impositions existant d'une communauté autonome à une autre, est en effet de nature à mettre en péril la réalisation sur l'ensemble du territoire espagnol des objectifs environnementaux fixés au niveau national. Les choses sont en train de changer en Espagne, cependant, avec la mise en place prochaine d'impôts environnementaux au niveau national. Je pense qu'on empiète sur le temps, c'est ça? Non. Juste un petit mot pour ajouter sur la répartition des compétences au sein de l'exécutif national. C'est actuellement, depuis le mois de juillet, le ministère des Finances qui est compétent en matière de gouvernance publique, ce qui inclut la question de l'articulation entre les niveaux étatiques et infra-étatiques. Cette compétence du ministère des Finances est symbolique. Auparavant, jusqu'en juillet, c'était le ministère des Territoires qui était compétent en matière de ce qu'on appelle en Espagne la gouvernance publique. Je passe donc maintenant la parole au binôme italien. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, j'exprime ma reconnaissance aux organisateurs de ce colloque pour la possibilité de prendre part à la discussion de cet après-midi. Mon propos est fortement influencé par la discussion sur le projet de loi constitutionnelle qui, selon toute vraisemblance, sera approuvé dans les prochaines semaines et qui entraînera une reconnaissance au plus haut niveau constitutionnel de la valeur de l'environnement et de la protection de l'écosystème. C'est un projet de réforme qui a suscité une vive discussion et a permis à la doctrine de retourner sur un point, la nature complexe, multidimensionnelle, sujette à des variations au fil du temps de la valeur environnement. Du point de vue du juriste, cela a au moins deux conséquences. La première est que la protection de l'environnement relève moins de la protection d'un droit fondamental que de la mise en place de politiques législatives et d'actions administratives adaptées aux circonstances, d'où la pertinence d'une réflexion sur la vocation du droit des finances publiques à incorporer, à accueillir en son sein une dimension verte. Second constat, on ne saurait dire que les actions vouées à la protection de l'environnement relèvent de la compétence d'un seul échelon institutionnel. Plusieurs échelons institutionnels, donc l'État, les régions, les collectivités locales, sont susceptibles d'être impliqués dans la mise en œuvre d'actions pour la protection de l'environnement. Quel est le cadre dans lequel cette action se situe? On est confronté à une situation un peu surprenante, peut-être paradoxale. La Constitution, pendant presque 50 années, ne contenait aucune référence à l'environnement. Le droit public de l'environnement a pris forme en Italie grâce à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, et ce, jusqu'en 2001, lorsque
la Constitution fut modifiée afin d'entraîner une transformation au sens quasi fédéral, on disait, de la forme d'État, et la protection de l'environnement et de l'écosystème fut mentionnée à l'article 117 de la Constitution parmi les compétences législatives exclusives de l'État. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. La Cour constitutionnelle, dans les années suivantes, a plusieurs fois répété que la protection de l'environnement n'est pas une matière comme les autres. Ce n'est pas une matière, c'est plutôt une valeur, et en tant que telle, elle a une vocation à interférer avec d'autres matières, y compris des matières régionales, notamment l'agriculture, la chasse, la pêche. Donc, c'est une matière, on dit une non-matière, un jargon juridico-constitutionnaliste italien, qui permet aux législateurs étatiques d'interférer avec beaucoup de compétences, aussi bien étatiques que surtout régionales. Et c'est une compétence qui, par ailleurs, et c'est là un autre élément de complexité, n'exclut pas des mesures législatives adaptées par les régions eux-mêmes, qui, elles, ont une obligation de respecter les standards minimaux définis par la loi étatique. Donc la complexité de la protection de l'environnement dépend de cette coexistence entre l'existence de plusieurs échelons institutionnels qui, a priori, peuvent intervenir et un rôle assez fort de coordination qui est attribué à l'État. Et la même complexité, et c'est mon dernier point, je crois, la même complexité, nous la retrouvons du côté du droit des finances publiques italien. À partir, là encore, de 2001, l'article 119 de la Constitution reconnaît l'autonomie financière des régions et des collectivités locales, donc les municipalités et les villes métropolitaines. Chacun de ces échelons institutionnels dispose de ressources financières grâce à son autonomie qui, je cite, lui permettent de financer intégralement les fonctions qui lui sont attribuées. Mais c'est un projet, disons, c'est un parcours réformateur qui est demeuré inachevé. La mise en œuvre de ce fédéralisme fiscal n'a pas été compliquée, crise économique oblige. Et maintenant, il faut tenir compte d'autres éléments, surtout l'existence d'une forte compétence du législateur étatique en matière de coordination des finances publiques et du système fiscal, et une autre compétence exclusive du législateur étatique en matière d'harmonisation des cadres budgétaires. Là aussi, donc, on a affaire à une coexistence, disons, une complexité institutionnelle, donc il y a une autonomie qui est reconnue au niveau institutionnel infra-étatique, mais ici c'est la force des circonstances plutôt que le projet originel. L'État peut jouer un fort rôle de coordination et même de limitation de l'autonomie des collectivités régionales et locales. Merci. Merci, chers collègues, et je passe maintenant la parole à notre binôme allemand. Bonjour à tous et merci aux organisateurs pour cette aimable invitation et cette agréable organisation. Très bon anniversaire à la revue Gestion et Finances publiques pour son premier centenaire. Je vais présenter tout d'abord le cadre et les structures du niveau fédéral en Allemagne, qui doit se comprendre comme un niveau en partie global et puis tendanciellement comme un niveau national, et ce autour de 3 points. Alors tout d'abord, d'un point de vue systématique, dans la loi fondamentale, la Constitution fédérale en Allemagne, on trouve un objectif à valeur constitutionnelle de protection de l'environnement. Et donc cet objectif, il a 3 effets. Tout d'abord, il confère au pouvoir public, fédéral, fédéré, local, une autorisation d'agir, c'est une permission d'agir, cet objectif constitutionnel. Ensuite, cet objectif constitutionnel de protection de l'environnement, il signifie par ailleurs
une obligation pour le juge, notamment constitutionnel, de concilier cet objectif constitutionnel de protection de l'environnement avec les autres normes constitutionnelles. Et enfin, cet objectif à valeur constitutionnelle, eh bien, il signifie aussi, parce que ce n'est qu'un objectif, que cette conciliation se déroule dans un rapport de force plutôt défavorable à l'objectif constitutionnel. Par rapport à des droits fondamentaux, par exemple, l'objectif ne prime pas, même si on a des normes constitutionnelles entre elles à concilier. Second point, c'est la répartition des compétences d'un point de vue vertical organisée par la loi fondamentale en matière de protection de la nature. Alors, en Allemagne, comme vous le savez probablement, comme c'est un État fédéral, on distingue des compétences fédérales, des compétences fédérées, et entre les deux, des compétences partagées. Ces compétences partagées sont elles-mêmes subdivisées. D'un côté, on a des compétences où l'État fédéral peut intervenir sans justification. Il y a des compétences partagées dans lesquelles l'État fédéral a besoin d'une justification qui peut disparaître, et donc sa compétence aussi. Et enfin, on a des compétences avec dérogation qui sont très importantes et très intéressantes, parce que dans ces compétences avec dérogation, l'État fédéral peut légiférer, et ensuite l'État fédéré peut produire une exception, peut réglementer une dérogation. Eh bien, la protection de la nature se trouve dans cette dernière catégorie. Donc, c'est assez intéressant de voir que la protection de la nature, ainsi que des compétences assez proches, comme l'aménagement du territoire ou la gestion de l'eau, se trouvent dans cette compétence partagée avec dérogation, ce qui donc élargit un petit peu le pouvoir du niveau fédéré. Dernier point, en Allemagne, comme vous le savez, l'Allemagne est connue pour son frein constitutionnel à l'endettement. C'est-à-dire que dans la loi fondamentale, on trouve une norme qui limite le déficit structurel budgétaire à 0,35% pour le budget fédéral. Alors donc, cette limite, elle est connue, mais ce que l'on sait un petit peu moins, c'est que l'obligation de rembourser, elle est fixée à 1,5%. Donc on a un peu plus de marge que ce que l'on pense d'habitude. Et enfin, la limitation à 1,5% ou à 0,35% du PIB pour le niveau fédéral, sans parler du niveau fédéré, eh bien, elle est en ce moment suspendue comme les règles de discipline budgétaire européenne à cause de la crise actuelle. Mon collègue va nous présenter la situation au niveau fédéré et local. Merci. Et merci d'abord à vous, madame, monsieur. C'est un honneur pour moi d'être invité ici. J'ai malheureusement accepté malgré mon français absolument insuffisant. Ça, je regrette et je m'en excuse. Alors, la situation sur le niveau des Länder et des collectivités locales. Selon la loi fondamentale, le Bund et les Länder sont autonomes et indépendants les uns des autres dans leur gestion budgétaire. Cette autonomie budgétaire dont jouissent les Länder par la suite n'est bien sûr pas une autonomie financière complète. Du côté des recettes, les Länder sont largement tributaires des parts de recettes provenant des impôts prélevés par le Bund. Du côté des dépenses, de nombreuses tâches et dépenses sont prescrites par la loi fédérale. Mais, dans ce cadre, les Länder, comme le Bund, décident d'utilisation de leurs fonds budgétaires sur leur propre responsabilité. Selon la loi fondamentale, cette autonomie budgétaire est soumise à des limitations constitutionnelles afin d'assurer la durabilité au sens d'une viabilité permanente, durable des finances publiques. Les Länder sont liés par les exigences budgétaires de l'Union européenne et sont soumis aux freins de l'endettement, qui leur interdit en principe de contracter des emprunts nets. Mais ni la loi fondamentale, ni la loi fédérale sur les principes de droit budgétaire qui s'appliquent conjointement à l'État fédéral et aux Länder ne prescrivent une présentation des incidences environnementales du budget pour l'État fédéral et pour les Länder qui soit comparable au budget vert. Dans la mesure où des lois fédérales ne réglementent pas plus précisément certaines tâches, chaque land peut et doit décider lui-même si et comment il contrôle la pertinence
environnementale de son budget. Le niveau communal doit également être considéré séparément. En principe, le gouvernement fédéral n'a aucune influence directe sur leurs finances et leur budget, car les collectivités locales sont considérées comme faisant partie des Länder. Au sein des Länder, les collectivités locales sont fortement dépendantes du land, notamment en ce qui concerne leurs missions et leurs dépenses. En outre, les Länder et indirectement le Bund via les Länder exercent une influence par des programmes de soutien. Toutefois, en raison de la garantie constitutionnelle de l'autonomie communale, elles jouissent d'une autonomie financière, ce qui leur donne le pouvoir de gérer leurs propres recettes et dépenses. Une obligation en termes de prise en compte de l'impact écologique du budget n'existe pas. Merci au monde. Merci, cher collègue. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce premier point sur le cadre et le niveau d'intervention. Je voudrais faire deux petites remarques. La première, c'est que, incontestablement, la question constitutionnelle est prégnante dans beaucoup d'États, même si en France, elle est beaucoup moins importante, qu'il s'agisse de questions de répartition des compétences, même si ce matin, on a entendu à la fois l'État et les collectivités territoriales parler de la question qui nous occupe, la question de la répartition des compétences en matière environnementale ne fait pas partie de problèmes constitutionnels traditionnels chez nous. Deuxième point, il y a dans tous les pays d'Europe, mais sans doute beaucoup moins en France, la prégnance de cette volonté de la stabilité financière, de l'équilibre budgétaire, dont ce matin on n'a absolument pas parlé, et on pourrait se poser la question de savoir si ça n'est pas un tropisme français que de ne jamais parler de l'équilibre budgétaire. Nous allons voir maintenant, dans un deuxième temps, les moyens d'intervention dans les différents pays, les moyens d'intervention qui sont retenus dans le domaine qui nous occupe de la finance environnementale. Et je propose donc à l'Allemagne de reprendre tout de suite la parole sur ce sujet. Très bien, merci Monsieur le Président. Alors, en ce qui concerne les instruments déployés pour promouvoir le développement durable ou la protection de l'environnement, tout d'abord, on peut identifier des instruments liés à la fiscalité. Alors, par exemple, en 2019, dans un programme dit de protection du climat, un impôt CO2 a été adopté pour prolonger au niveau national le marché européen du carbone en l'étendant à des domaines qui étaient inconnus au niveau européen, comme par exemple les bâtiments ou les véhicules. Et là, donc, on a un renforcement de la fiscalité écologique qui existe depuis une vingtaine d'années en Allemagne et qui concernait surtout des sources d'énergie comme des hydrocarbures, par exemple. Ensuite, au niveau des dépenses, là, il faut regarder plutôt du côté du programme ou du plan de relance de 2020 qui était là pour redresser l'économie après le choc pandémique. Eh bien, sur les 130 milliards du plan de relance adopté au niveau fédéral en Allemagne, 50 milliards étaient consacrés au développement durable et aux énergies renouvelables, notamment en matière de mobilité, puisque comme vous le savez, l'industrie automobile, c'est le fleuron de l'économie allemande, c'est 1 emploi sur 7, et c'est en même temps une économie qui est vieillissante et qui se sent un petit peu décrochée en matière de mobilité électrique. Après la fiscalité et la dépense, on peut aussi regarder du côté des emprunts publics. Eh bien, l'Allemagne, depuis 2020 toujours, a développé des obligations vertes, c'est-à-dire qu'elle vend sur les marchés financiers des emprunts publics qui sont censés correspondre à des dépenses favorables au développement durable. Alors c'est quelque chose qui représente une dizaine de milliards par an, donc c'est quelque chose qui débute, mais qui gagne en puissance, puisque comme vous le savez, les obligations d'État allemands sont très demandées sur le marché.
Ensuite, au niveau de la réglementation, eh bien, le niveau fédéral fait peser certaines obligations sur certains de ces satellites qui sont favorables au développement durable. Par exemple, des fonds de prévoyance, des assurances sociales, eh bien, ont dû se délester de participation dans le nucléaire étranger. Alors, d'un autre côté, la Banque publique d'investissement en Allemagne doit avoir un portefeuille compatible avec l'accord climatique de Paris de 2015. Enfin, les entreprises publiques allemandes sont obligées aussi de respecter un code de conduite qui englobe non seulement des impératifs en termes de droits humains, mais aussi de développement durable. Enfin, à un niveau infraréglementaire qui relève plutôt des recommandations, eh bien, l'autorité allemande des marchés financiers a développé un catalogue de recommandations pour faire prendre conscience aux acteurs économiques et financiers de l'importance du développement durable pour éviter justement l'instabilité financière qui résulterait d'un changement climatique non maîtrisé. On peut passer peut-être à la situation locale et fédérée. Pardon. Merci. Au niveau des Länder, comme nous l'avons vu, il appartient à chaque Land de décider dans le cadre de la législation fédérale relative à certaines tâches si et comment il souhaite contrôler la pertinence environnementale de son budget. À cet égard, les ministres des Finances des Länder ont commandé en 2019 un rapport sur les stratégies de durabilité dans les ministères des Finances et les administrations des Finances des Länder, qui a été présenté en 2020. Ce rapport montre une grande variété d'approches différentes au niveau des Länder. Il s'agit de la prise en compte de la durabilité économique, sociale et écologique également, dans la préparation du budget, mais surtout dans l'émission d'obligations d'État, obligations vertes, l'investissement des biens de l'État, l'attribution de marchés publics et de subventions. Par ailleurs, comme le gouvernement fédéral, la plupart des Länder ont également adopté des stratégies de durabilité qui devraient bien entendu influencer également leur planification budgétaire. Au niveau communal, de nombreuses collectivités locales ont signé une résolution type de l'Association allemande des villes intitulée 2030 Agenda pour le développement durable, façonner la durabilité au niveau communal. Sur ce fondement, de nombreuses décisions concernant l'utilisation des ressources budgétaires dans le respect du climat sont prises par les collectivités locales elles-mêmes, par exemple dans le cadre de la planification de zones de construction et des routes. Merci, chers collègues. Voyons maintenant la situation en Espagne. En Espagne, on a des instruments financiers, des instruments non financiers et on peut dire des instruments hybrides. S'agissant des instruments financiers, le levier fiscal est utilisé en Espagne, même si le montant de la fiscalité environnementale demeure faible en Espagne, autour de 1,7%, la moyenne étant en 2,3% au niveau européen. Des impositions environnementales existent, ou prétendument environnementales, on doit dire ça, existent actuellement au niveau autonome, communauté autonome, au niveau régional. Par exemple, des impôts sur les installations portant atteinte à l'environnement ou sur les émissions polluantes ou sur les déchets. En lien avec la loi espagnole du climat de mai 2021 et avec les directives européennes, le projet de loi sur les déchets et les sols contaminés prévoit la création d'un impôt national sur les emballages plastiques à usage unique et d'un impôt national sur les déchets. C'est un facteur alors de convergence européenne avec l'Union européenne et ayant comme nouvelle ressource propre la contribution plastique. En outre, une commission d'experts est en train de travailler actuellement au niveau national à la proposition d'une réforme fiscale pour l'Espagne qui devra inclure la question de l'opportunité d'une réforme fiscale verte pour l'Espagne. À différence de l'Allemagne, on n'a jamais eu en Espagne une question similaire.
Le plan de reprise espagnol est censé de financer la transition écologique. Ça veut dire l'environnement et plus. Les fonds proviennent notamment de Next Generation EU. Le plan est un instrument à la fois financier et non financier dans la mesure où il vise à injecter de l'argent dans l'économie en même temps qu'à provoquer la mise en place des projets impliquant également le secteur privé. Le plan a été validé par la Commission européenne en juin de cette année et le Conseil de l'Union européenne a donné son feu vert au premier décaissement en faveur de la reprise en juillet. De nouveaux décaissements devraient intervenir très prochainement, la Commission venant de valider les dispositions opérationnelles du plan de l'Espagne. Les mesures approuvées dans le cadre des plans de reprise nationaux s'articulent autour de 6 domaines d'action, dénominés des piliers, définis précisément dans le règlement européen établissant la facilité pour la reprise et la résilience, la pièce maîtrise, on peut dire, de Next Generation EU. Il s'agit notamment de la transition écologique et numérique, d'une croissance intelligente, durable et inclusive, ainsi que de la cohésion sociale et territoriale. L'Espagne est le premier pays européen à avoir conclu avec succès les négociations avec la Commission européenne pour le suivi du développement de son plan de reprise. Et c'est Amandine qui va continuer. Alors, le projet de loi de finances de l'État espagnol pour 2022 intègre au titre du plan de reprise, donc du plan de relance, 27 milliards d'euros de fonds européens. Presque 90% de ces ressources seront allouées à des investissements, notamment dans l'industrie, l'énergie, la recherche, le développement et l'innovation, ainsi que les infrastructures. Un des outils d'exécution les plus importants du plan est ce qu'on appelle les PERT. Alors, si je traduis l'espagnol, les projets stratégiques pour la reprise et la transformation économique. Donc, il s'agit de projets qui impliquent une forte part de collaboration publique-privée, qui sont transversaux aux différentes administrations. C'est un instrument nouveau créé à l'occasion de la mise en œuvre du plan de reprise espagnol, dont l'objectif est de contribuer à une gestion agile et efficace des fonds et de renforcer les projets qui contribuent clairement à la transformation de l'économie espagnole. Alors, bien sûr, ça permet aux opérateurs économiques qui vont participer à ces projets pertes d'obtenir des financements dans le cadre de la mise en œuvre du plan de reprise, à condition de remplir un certain nombre de conditions. Quelques projets ont été annoncés. Un seul projet PERT a été validé pour l'instant au mois de juillet, le projet PERT véhicule électrique et connecté, sachant que l'Espagne est le 2e fabricant d'automobiles au niveau européen, le 9e au niveau mondial, et sachant également que l'électrification de l'économie espagnole est aujourd'hui un objectif clairement fixé par le législateur espagnol, notamment dans la loi climat, dont va vous parler Marta Villar maintenant. Merci. Il y a deux priorités en Espagne, c'est l'économie circulaire et l'électrification de l'économie. Et ça, c'est important de le mettre sur table. La loi de climat espagnole est a priori un instrument non financier, mais je veux remarquer 4 objectifs entre les biens d'objectifs que cette loi si importante est pour l'Espagne. Premièrement, réduire les émissions à gaz d'effet de serre d'au moins 23% par rapport aux émissions de l'année 1990, atteindre une pénétration des énergies renouvelables d'au moins 42% dans la consommation finale de l'énergie, atteindre un système électrique généré avec une bonne partie d'énergie renouvelable et à la fin, améliorer l'efficacité énergique. Elle prévoit toutefois, dans le domaine financier, qu'un pourcentage minimal du budget général de l'État, équivalent à celui convenu dans le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, doit avoir un impact positif sur la lutte contre le changement climatique, pourcentage que le gouvernement devra réviser à la hausse avant 2025. La loi définit également l'utilisation des recettes provenant de vente des quotas d'émissions de gaz à effet de serre et prévoit que l'application de nouveaux avantages fiscaux aux produits énergétiques d'origine fossile doit être dûment justifiée par des raisons d'intérêt social
ou économiques ou par l'absence d'alternatives technologiques. En matière de gouvernance, le plan national d'adaptation au changement climatique est l'instrument de planification pour promouvoir une action coordonnée avec des indicateurs d'impact et de report des risques. Ça, c'est tout de la part de l'Espagne, très résumé. Merci, chers collègues. Je passe maintenant la parole à l'Italie. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de remercier les organisateurs et organisatrices de ce colloque, et c'est toujours un plaisir de confronter nos expériences comparatives depuis plusieurs années engagées maintenant à Lille. Et on se retrouve toujours aussi avec plaisir pour confronter ces expériences budgétaires. Alors je vais parler d'une seule voix pour le cas italien sur ce deuxième point. Et en Italie, eh bien, la question du budget vert n'est pas nouvelle, car en effet, la loi sur la comptabilité et les finances publiques de 2009 prenait déjà en compte et imposait l'exigence d'accroître la visibilité de la question environnementale dans le cadre budgétaire et comptable de l'État, et notamment dans une annexe spécifique, en particulier aux lois de finances. Eh bien, l'État doit mettre en valeur l'impact environnemental ou le contenu environnemental de ces différentes dépenses. Alors, on retrouve par exemple dans la loi de finances pour 2020, eh bien, plusieurs missions qui sont dédiées justement à ces questions environnementales. Par exemple, la mission 10 qui était dédiée à l'énergie et la diversification des sources énergétiques, ou encore la mission 18 qui était déjà consacrée au développement durable et à la protection du territoire et de l'environnement. Alors, évidemment, la crise sanitaire et le contexte européen ont impacté la loi de finances pour 2021, où l'on a vu apparaître eh bien, une multiplication des interventions budgétaires, financières et fiscales, un bonus vert par exemple pour les véhicules. Il y a de nombreuses aides financières pour la transition énergétique et en matière là aussi de transport, que ce soit des transports individuels ou des transports collectifs, des transports publics. Il y a des aides qui sont spécialement dédiées aux zones de montagne, aux villes, et là aussi pour résumer grossièrement, il y a de nombreux dispositifs en matière hydrique, c'est-à-dire pour l'assainissement aussi de l'eau, mais aussi l'accès à l'eau, qui sont particulièrement pris en compte dans le budget pour 2022. Alors, il s'agit d'une multiplication d'outils qui sont là aussi prévus par cette loi de finances pour 2022, mais d'un point de vue aussi pluriannuel, eh bien, l'Italie, à travers différents indicateurs, inscrit ces différentes politiques publiques, mais aussi politiques environnementales, à travers donc la protection de l'environnement, mais aussi la mise en place de nombreux fonds de soutien, toujours en matière de transport, de reconversion par exemple des industries les plus polluantes, ou encore de recyclage et des mesures très ponctuelles dans la vie quotidienne, comme par exemple eh bien, des aides fiscales pour l'acquisition de vélos cargo, et je pourrais multiplier là aussi les exemples. Alors, sur ce point, la mise en œuvre de ces différents dispositifs passe par le contrôle de l'efficacité de ces dispositifs à travers la définition d'objectifs et d'indicateurs dans les documents budgétaires et comptables. Alors là encore, les critères environnementaux qui sont introduits dans les budgets, le budget de l'État, datent déjà depuis 2009 et ont été réactualisés en 2016. Et en effet, l'ISTAT, qui est l'Institut national des statistiques, eh bien, est chargé de définir ces indicateurs du bien-être égal et soutenable, qui ne concernent pas uniquement l'impact environnemental, mais aussi situent le budget dans une démarche de critères beaucoup plus globaux. Alors, depuis 2016, ce sont des critères qui sont donc utilisés dans l'évaluation des politiques publiques, qui viennent donc des fameux ODD des Nations Unies.
Excusez-moi, avec le masque, c'est un peu compliqué. Alors, en effet, tout le budget de l'État est donc passé au crible d'indicateurs environnementaux, mais aussi des indicateurs économiques et sociaux qui nous viennent donc des Nations Unies. Donc, ce cadre global des finances environnementales, finalement, existe déjà depuis quelques années, mais a une portée tout à fait particulière dans l'équivalent du plan de relance italien, ce qui s'appelle en Italie le plan national de reprise et de résilience, qui est donc le premier bénéficiaire du plan européen Next Generation. Alors, là encore, ce plan de relance se découpe en 6 missions et la deuxième mission est consacrée, donc, je traduis, à la révolution verte et à la transition écologique qui bénéficient de la plus grande partie donc de financement de ce plan de relance. Donc là, on pourra le voir peut-être tout à l'heure dans le troisième point, mais peut-être en guise de transition avec l'Europe, il faut souligner enfin, c'est le dernier point que je soulignerai, que le droit financier italien prend particulièrement en compte cette réglementation européenne, évidemment ces financements européens. Alors pour conclure, j'utiliserai simplement un exemple qui peut paraître ponctuel, mais par exemple la prise en compte de l'impact environnemental dans les marchés publics se traduit dans le Code des contrats publics depuis 2004 et 2006, et ce Code des contrats publics, en fait, a été modifié au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation européenne en la matière, ce qui fait qu'en théorie, dans le droit italien, eh bien, pour tous les marchés publics, celui qui est susceptible de remporter les marchés publics ne sera plus forcément le mieux-disant au niveau du prix, mais celui qui fournira une prestation de service qui aura un moindre coût en matière environnementale. Donc, c'est une réglementation qui existe depuis finalement quelques années. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Et je passe la parole maintenant à Émeric Poteau pour voir les questions des instruments de l'Union européenne. Je vous remercie. Alors, je reprendrai où j'en étais finalement resté en rappelant que pour l'Union européenne, c'est une exigence transversale, le respect des considérations, des exigences environnementales, et cela se traduit, je dirais, dans les instruments qu'elle peut mobiliser au service, pourrait-on dire, du verdissement des finances publiques nationales. Au-delà de ces finances propres que j'évoquerai dans un instant, je pense qu'on peut distinguer au moins 4 types de méthodes de l'Union européenne qu'elle peut mettre au service du verdissement des finances publiques nationales, et les exemples sont innombrables. Elle peut utiliser évidemment son pouvoir réglementaire, son pouvoir normatif, par exemple définissant ce qu'est un investissement durable, et on a une réglementation européenne en la matière qui cadre un peu les choses au plan européen. Elle peut utiliser son pouvoir d'harmonisation fiscale. Il a été question ce matin de la proposition de directive sur la taxation de l'énergie. On voit bien à quel point c'est décisif, et c'est une action de l'Union européenne au service du verdissement des finances publiques nationales qui peut être utilisée ici. Donc ce n'est pas vraiment un instrument financier, mais c'est un pouvoir quasi normatif ici qui est utilisé. Elle peut recourir à ses pouvoirs de régulation, par exemple dans le cadre de l'encadrement européen des aides d'État, et est en cours une consultation lancée par la Commission européenne pour revoir le règlement général d'exemption par catégorie ainsi que les lignes directrices en matière d'aide d'État en faveur de l'environnement. Et donc il y a, et ça s'inscrit clairement dans le Green Deal, la Commission l'assume. Et enfin, il y a sans doute d'ailleurs des perspectives, c'est plutôt de la prospective ici, mais la possibilité sans doute d'utiliser aussi les pouvoirs de coordination dont dispose l'Union européenne, je pense à la coordination des politiques économiques, et donc d'intégrer davantage sans doute dans la gouvernance économique européenne les questions environnementales. La Commission a commencé à agir en ce sens, puisqu'elle a indiqué un peu dans l'esprit de ce qui se pratique manifestement en Italie qu'il y aurait désormais l'intégration au sein du semestre européen des questions des objectifs du millénaire, et donc cette question est présente, et elle peut encore progresser en la matière. Donc on voit bien qu'il y a
toute une série de pouvoirs et de prérogatives que l'Union européenne peut utiliser au service finalement du verdissement des finances publiques. Ce serait mon premier point. Deuxième point, je pense que l'Union européenne use ensuite de ses finances comme d'un levier en faveur de la transition au plan national. Peut-être que le meilleur exemple, c'est le Fonds pour une transition juste, le Fonds européen pour une transition juste, même si son volume financier est relativement limité, mais tout de même, il est important puisqu'il comporte une clause d'accès conditionnel aux ressources, dont il ressort qu'un État membre verra sa dotation amputée de moitié s'il ne prend pas l'engagement d'atteindre l'objectif de neutralité à l'horizon 2050, et on sait que ça concerne la Pologne, qui peut perdre donc la moitié de ses 3,5 milliards d'euros au titre de cet instrument s'il ne prend pas d'engagement en la matière. Dans le même esprit, de manière plus générale, c'est un mécanisme qu'on connaît bien, mais qui bénéficie indirectement du verdissement des finances européennes, c'est les mécanismes de cofinancement qui sont intégrés dans la plupart des instruments financiers européens, des programmes financiers européens. À partir du moment où ils doivent poursuivre des objectifs liés au changement climatique, nécessairement, ils impliquent un cofinancement le plus souvent national, qui conduit à une forme de verdissement. Le troisième point sur lequel je voudrais intervenir, troisième instrument, c'est plus généralement le cadre de gouvernance des finances européennes qui me paraît particulièrement propice au verdissement du fait de la mise en place du cadre financier pluriannuel. On sait, l'Union européenne bénéficie de ce dispositif qui s'impose à l'autorité budgétaire par l'intermédiaire donc finalement d'un encadrement financier pluriannuel contraignant fixant des plafonds de dépenses pour une durée de minimum annuelle, des plafonds de dépenses annuels par catégorie de dépenses pour une durée minimum de 5 ans. Et je pense que ce cadre financier pluriannuel est un atout pour accompagner le processus du verdissement. Il est un atout parce qu'il permet de définir des orientations stratégiques contraignantes sur plusieurs années. Donc ça, c'est un élément qui est positif. Et d'ailleurs, au service du verdissement, ça permet de piloter. On le voit d'ailleurs dans le cadre du cadre 2021-2027, on a bien une rubrique qui comporte l'environnement en tant que tel. Mais je crois que le plus important, c'est pas tellement le cadre en lui-même, finalement. C'est la dynamique qu'il crée. Quelque chose auquel je crois beaucoup, vu de l'extérieur, évidemment, vu d'un universitaire, c'est qu'il imprime une marque, une dynamique qui conduit finalement les institutions de l'Union européenne à devoir revisiter. Alors, actuellement, c'est tous les 7 ans. Toutes les politiques européennes sont réévaluées simultanément, font l'objet d'une réévaluation, remise sur le métier. Et donc, ça favorise la prise en compte de questions transversales qui sont donc prises en considération par l'ensemble des politiques publiques européennes simultanément. Et on le voit pour le verdissement, c'est très significatif. C'est pas le cadre financier pluriannuel en tant que tel qui fixe cet objectif de 30% des dépenses liées au climat qui doit être respecté durant la période 2021-2027, mais c'est à l'occasion de la discussion sur le CFP que le Conseil européen de juillet 2020 prend cet engagement, allant d'ailleurs au-delà de ce que souhaitait la Commission européenne, puisque la Commission avait fixé un objectif à 25 et le Conseil européen l'a élevé à 30%. Sachant que c'est une pratique qui existait déjà dans le cadre de la période de programmation précédente, on était à 20%. Et donc ça, c'est un élément très important. Alors, ce n'est pas qu'un affichage politique, on le voit pour cette période de programmation de 2021-2027, parce que finalement, le triangle institutionnel Commission, Conseil, Parlement, pas seulement le Conseil européen, déconnecté finalement de la machinerie européenne, le triangle institutionnel l'a endossé dans l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire. Donc là, on a le fait qu'il est porté politiquement par les 3 institutions qui ont pu ensuite le décliner dans l'ensemble de la législation sectorielle, et on retrouve dans l'ensemble des programmes financiers donc, qui ont été adoptés pour la période 2021-2027, dans les considérants le plus souvent, et parfois dans le texte lui-même, la cible. C'est-à-dire que pour chacun des programmes financiers, on indique, pour la plupart des grands programmes financiers, quelle sera sa contribution
au 30% affiché, qui est un 30% global, qui vise l'ensemble du budget de l'Union européenne. D'ailleurs, ça va au-delà des 30%, puisque ça intègre Next Generation, puisque les conclusions arbitrales de juillet 2020 portent sur les deux volets. Et ça, je trouve que c'est un élément qui est intéressant d'un législateur qui se positionne, alors certes ex ante, mais qui fixe un objectif, et qui ensuite, comme il se fixe cet objectif dans la législation sectorielle, nécessairement est amené à définir les modalités de suivi. Et on le voit, mais je crois que ça sera l'objet d'un des points ultérieurs. Merci, chers collègues. Et donc, justement, pour conclure sur cet état comparatif dans le cadre du droit budgétaire des finances publiques, nous allons maintenant nous interroger sur le fait de savoir si les mesures prises dans les différents États donnent des résultats, sont efficaces, sont efficientes, comme on dit, bien que j'ai jamais tout à fait réussi à faire la différence entre l'efficacité et l'efficience, mais c'est un autre débat, car tout cela serait purement déclaratoire si en définitive il n'y avait aucun changement au fond. C'est l'Italie qui va reprendre sur ce point et expliquer en quoi ça marche ou non. Ou peut-être. Merci, Monsieur le Président. Alors, en effet, peut-être dans la continuité de ce que j'avais dit dans le deuxième point, et ensuite je passerai la parole à Giacomo. Je n'ai pas pu faire la liste exhaustive de tous les moyens budgétaires et financiers, mais on en est encore à l'état de projet. Alors, ce qui est la grande nouveauté qui se pose à l'Italie maintenant, c'est que maintenant elle peut raisonner en termes de dépenses, car pendant plusieurs années elle a été contrainte à des politiques d'austérité, et avec Draghi, elle dispose maintenant d'une manne de dépenses publiques qu'elle a commencé un petit peu à orienter dans toutes ces politiques publiques et pas simplement à destination environnementale. Alors il est difficile pour l'instant d'en évaluer l'efficacité. On pourrait peut-être être optimiste, mais là évidemment c'est un pari sur l'avenir, car c'est un petit peu vécu comme la dernière chance pour l'Italie de redresser la barre et d'être à la hauteur de ce pari européen avec cette aide financière européenne. Mais en tout cas, l'on perçoit vraiment en Italie cette urgence et cet impératif à travers aussi le contexte politique, c'est-à-dire que Draghi a à sa disposition même des instruments juridiques, voire un petit peu aussi politiques, pour agir vite par décret-loi, en court-circuitant en tout cas, ou en contournant les débats au Parlement, qui ralentirait en tout cas la mise en place de ces différentes politiques. Peut-être le deuxième élément optimiste résiderait précisément dans la très très grande variété des aides financières, fiscales, budgétaires, car là encore, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais ça fait un écho à ce qui a été dit ce matin. Il y a aussi des aides en matière d'éducation à l'école, en matière environnementale, de sensibilisation là aussi des plus jeunes, et aussi des aides en matière de recherche environnementale appliquée au niveau de l'université. Donc il y a des mesures de transition énergétique, mais aussi des mesures beaucoup plus pédagogiques qui ne passent pas forcément par le levier fiscal. Voilà, je laisse la parole à Giacomo. Merci. Eh bien, si je peux ajouter une note je dirais pas de pessimisme, disons de prudence à ce que vient de dire Katia Bléron, je dirais que le risque possible dans ce type d'initiative réformatrice est qu'elles sont trop ambitieuses. Donc, on mise sur un objectif afin de promouvoir une réforme globale, disons, de l'organisation administrative de l'État. Ce fut le cas il y a une douzaine d'années de la mise en œuvre du fédéralisme fiscal qui devait être un peu le levier d'une réforme globale de l'administration de l'État social en Italie, et le pari ne fut pas gagné. Donc
disons, c'est l'élément de risque dont il faut tenir compte. Évidemment, la situation politique extraordinaire que nous vivons, les marges très vastes, les marges d'action très vastes dont dispose le chef du gouvernement actuel, sont un autre élément qu'il faut prendre en compte. L'autre élément sur lequel je vais attirer votre attention est le projet de loi constitutionnelle que je viens justement d'évoquer. Je lis rapidement ce qu'il concerne. Il s'agit d'ajouter à l'article 9 de la Constitution, on est dans la section consacrée aux principes fondamentaux, cet énoncé: la République protège l'environnement, la biodiversité et les écosystèmes dans l'intérêt des générations futures. La loi de l'État détermine les modalités et les formes de la protection des animaux. Puis à l'article 41, l'initiative économique privée ne peut s'exercer lorsqu'elle porte atteinte, parmi d'autres éléments, à l'environnement et à la santé. Donc là, il y a un débat, et le débat peut répondre un peu à la question qu'a posée Monsieur Lascombe. S'agit-il d'une réforme bilan, donc d'une réforme constitutionnelle qui se limite à résumer, à traduire un grand énoncé constitutionnel, les fruits, les résultats d'une évolution qui a duré des décennies, ou s'agit-il d'une réforme programme susceptible d'avoir des effets d'innovation pour l'avenir? Les deux, probablement, mais ce qui est intéressant est que vous l'auriez peut-être remarqué dans la première partie de mon exposé, j'ai parlé de l'environnement surtout comme une question de compétence. Donc, il s'agit de retrouver le niveau institutionnel compétent pour adopter des mesures en matière de protection de l'environnement, peut-être de mesures, disons, de nature financière. Et la nouveauté de ce projet de réforme consiste à dépasser cette vision de la valeur environnement centrée sur la question de la division des compétences et de mettre en avant sa dimension proprement axiologique. Et donc, il devient évident que tous les pouvoirs publics, à tous les niveaux, et même les acteurs privés, la subsidiarité horizontale étant un principe de portée constitutionnelle dans notre pays, sont impliqués dans cette œuvre de protection de l'environnement et de l'écosystème. Donc, lorsque la Constitution dit la République protège l'environnement, la République, c'est une façon de faire référence dans son ensemble à tous ces sujets publics et peut-être le cas échéant privé. Donc il y a là un élément d'innovation et évidemment le résultat final, je cite un chansonnier de mon pays, nous ne le découvrirons qu'en vivant. Merci. Merci, chers collègues. Je passe maintenant la parole à l'Allemagne. Je vais commencer par quelques mots sur l'efficacité d'un instrument qui ne se trouve pas en Allemagne. En Allemagne, il existe différentes approches pour prendre en compte les aspects environnementaux dans le budget. Vous l'avez entendu déjà, par exemple dans les obligations vertes ou dans l'attribution de subventions. Mais une approche qui se concentre aussi spécifiquement que le budget vert en France sur l'ensemble du budget ne se rencontre pas en Allemagne, ni au niveau de l'État, und Länder, ni au niveau communal. Et je pense qu'il y a une bonne raison à cela. La possibilité d'observer et d'influencer les impacts écologiques du budget de l'État à travers un budget vert aussi ambitieux qu'en France est clairement limitée en Allemagne en raison de la structure fédérale de l'État. Non seulement le Bund, mais aussi les Länder et les collectivités locales établissent leur propre budget et jouissent d'une autonomie fondamentale dans ce domaine. En outre, l'État allemand est structuré de façon particulière.
les compétences législatives appartiennent dans une large mesure à l'État fédéral, le Bund. Et les activités administratives, y compris la mise en œuvre des lois fédérales, sont principalement menées par les Länder et dans les Länder par les collectivités locales. Par conséquent, le budget fédéral ne reflète pas entièrement les dépenses publiques que le Bund a décidées. Et les budgets des Länder et des collectivités locales, dans une large mesure, contiennent des dépenses nécessaires pour exécuter la législation fédérale. La compétence pour le budget et la compétence pour les décisions de fond divergent à cet égard. Ça me semble être un aspect central, car cela signifie que l'expressivité et l'efficacité d'un budget vert seraient considérablement réduites aux différents niveaux de l'État. Lorsqu'il s'agit d'un instrument de gestion et de contrôle général, l'équivalent du budget vert en Allemagne, au niveau fédéral, mais aussi au niveau des Länder et des collectivités locales, semble être les stratégies de durabilité adoptées et les rapports réguliers sur la durabilité qu'il y a en Allemagne. Mais je vois deux différences importantes. D'abord, les stratégies de durabilité ne commencent pas par les budgets de l'État, mais par les différents domaines de la politique de fond. Et, dans certains cas, elles couvrent également des acteurs sociaux au-delà de l'État. Et deuxièmement, en termes de contenu, les stratégies de durabilité ne sont pas aussi strictement axées que le budget vert sur les impacts environnementaux. Ils font plutôt fortement référence à l'agenda de 2030, adoptée en 2015 par les États membres des Nations Unies, avec ses 17 objectifs de développement durable et à un modèle à 3 piliers qui en découlent. Dans ce modèle, la durabilité est comprise dans un triple sens, à savoir la durabilité économique, sociale et écologique. Il est évident que dans ce concept, les différents aspects de durabilité ne s'accordent pas toujours parfaitement. Par une jolie coïncidence de calendrier, notre conférence se déroule à un moment où 3 partis politiques veulent former un nouveau gouvernement fédéral en Allemagne. 3 partis, l'un d'eux voulant plutôt représenter la durabilité économique, l'autre la durabilité sociale et le troisième la durabilité écologique. Et je crois que Jérôme Germain va ajouter quelques remarques sur les projets de cette nouvelle coalition. Alors, c'est difficile de dresser un bilan des mesures relatives au développement durable dans un pays, l'Allemagne par exemple, ici. Disons que si on considère les décisions prises dans son contrat de coalition par les 3 partis qui vont former la nouvelle majorité politique au niveau fédéral en Allemagne, eh bien si on part de ce contrat de coalition, on peut dégager 3 lignes de fond. La première ligne de fond, c'est que certaines ONG disaient que la fiscalité écologique était en Allemagne insuffisante, qu'elle rapportait pas beaucoup et qu'elle n'était donc pas incitative d'une façon suffisante. Cependant, les 3 partis qui forment la nouvelle coalition, donc les sociodémocrates, les écologistes et les libéraux, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une politique fiscale nouvelle. Et donc, c'est le statu quo qui a été décidé. Donc, pendant les 4 prochaines années, il n'y aura pas de changement en matière fiscale normalement. Ensuite, en matière de frein à l'endettement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le frein à l'endettement a justifié ou a permis la politique de réduction du déficit de l'endettement public menée de façon exemplaire entre 2014 et 2020. Pendant cette période-là, l'Allemagne a systématiquement dégagé des excédents budgétaires au niveau fédéral qui ont permis de faire passer la dette publique de 80 à 60% du PIB.
Cependant, le revers de la médaille, c'est un ralentissement des investissements, c'est un certain retard dans l'investissement public, et même les entreprises, même des instituts de recherche en économie proches des entreprises, critiquent ce manque de soutien de l'État pour accélérer la modernisation de l'économie, pour accélérer le passage en économie de demain, pour décarboner l'économie. Et donc le contrat de coalition s'est mis d'accord sur des investissements massifs en matière de développement durable. Alors il n'y a pas de chiffres dans le contrat de coalition, en revanche il y a un objectif qui a été réaffirmé avec force, c'est celui d'une limitation du changement climatique à 1,5 degré. Donc qu'est-ce que devrait faire l'Allemagne à son niveau à elle pour nous mettre sur une trajectoire limitant le changement climatique à 1,5%. Alors vous allez me dire, oui, mais le frein à l'endettement, comment est-ce qu'on peut le respecter et investir plus? Eh bien c'est très simple, les Allemands sont très pragmatiques. Le frein à l'endettement, comme j'ai déjà pu le faire remarquer en Allemagne, n'est pas aussi contraignant qu'on le pense. Et donc, le contrat de coalition a imaginé dans ces négociations les différentes voies et détours qui pouvaient être empruntés pour s'infiltrer dans les différents interstices laissés libres par le frein à l'endettement. Par exemple, les partenariats publics-privés ne sont pas couverts par le frein à l'endettement. Par exemple, les budgets autonomes, c'est-à-dire les satellites publics possédant la personnalité juridique, ne sont pas non plus couverts par le frein à l'endettement et donc ils vont être chargés de réaliser des investissements publics en faveur du développement durable à la place de l'État fédéral. Et enfin, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le frein à l'endettement est pour l'instant suspendu. Et donc un des projets de la nouvelle coalition, c'est d'abonder d'une façon excessive le fonds de transition climatique pour le doter d'une réserve en 2022, pendant que le frein à l'endettement ne s'applique pas, afin que ce fonds possède une sorte d'abondance de crédit qui lui permettra, dans les années qui suivent, de mener des investissements massifs en matière de développement durable, puisque ce fonds de transition, en tant que tel, n'est pas couvert par le frein à l'endettement. Dernier point, c'est quelque chose qui est assez surprenant et qui a rendu beaucoup d'Allemands assez optimistes, c'est que pendant la campagne des législatives, les partis conservateurs, démocrates chrétiens ou libéraux, s'étaient opposés au renouvellement de plans européens du type Next Generation. L'idée, c'est que l'Europe, c'est une union de stabilité, c'est pas une union de dette, donc pas de dette mutuelle, même pour des investissements porteurs de modernisation. Pendant les négociations, les libéraux ont accepté l'idée de reproduire des plans du style Next Generation dans les années à venir au niveau européen. Donc là encore, on voit un certain redressement, une certaine positivation de l'idée d'investissement en faveur du développement durable. Dernier mot, c'est que la nouvelle coalition va aussi développer des retraites par action, en plus des retraites par répartition. Et donc, certaines voix ont proposé que les fonds gérant ces retraites par action puissent intégrer un souci de développement durable dans leur participation. Voilà. Merci, chers collègues. Et je passe maintenant la parole à l'Espagne. Merci, Monsieur le Président. Pour l'Espagne, vous savez bien qu'il n'existe pas pour l'instant un budget vert. Alors, on n'a rien à dire, mais les choses sont en train de changer et on peut être aussi optimiste pour l'Espagne. Plus d'ambition, c'est le mot pour le climat, pour l'Union européenne, aussi pour l'Espagne, plus d'ambition pour les objectifs environnementaux. La loi du climat espagnol, ainsi que la mise en œuvre du plan pour la reprise, transformation et résilience en Espagne, représentent une vraie opportunité pour financer la transition écologique en Espagne. Espagne devront recevoir 140 milliards d'euros de l'Union européenne au titre de Next Generation EU. Ça veut dire que tout dépendra à la fin de l'effectivité du contrôle
et la suivi exercé sur les mesures mises en place et sur les fonds alloués, mais aussi de la capacité à coordonner les niveaux étatiques et infra-étatiques. On a le même problème que vous avez bien décrit à l'Allemagne. On est contraint par l'Union européenne et par le niveau infra-étatique aussi. En Espagne, au niveau au moins de compétences. Mais encore, d'autres choses doivent être mises sur place. On a besoin de mesurer la sécurité juridique, non seulement de l'assurer, mais aussi de la mesurer. Et ça, c'est une question très, très difficile. On a parlé ce matin sur les différentes méthodologies pour faire une description de ce qui est vert, ce qui est marron, ce qui est noir. Mais on a le même problème dans le domaine de la sécurité juridique. Et c'est important là pour faire des investissements privés et des contrats privés publics. Et aussi, on doit tenir compte de la nécessité de la transparence. Et si on a les investissements du secteur privé, ça veut dire que les investissements privés ne sont pas alloués sur le budget, vert ou non. Et en plus, finalement, on doit confier à avoir en Espagne une fiscalité environnementale. Je pense que ça peut aider. Ça ne va pas changer les choses, mais c'est un instrument qui, en Espagne, je pense que c'est nécessaire aussi. Et je passe la parole à Amandine. Je ne sais pas si j'ai le temps, Monsieur le Président, d'ajouter quelques secondes. Donc beaucoup d'incertitudes et encore difficile d'évaluer si les choses vont fonctionner ou non en Espagne. Donc là aussi, c'est peut-être une opportunité. En tout cas, aujourd'hui, avec notamment la loi climat, le plan de reprise et sans doute aussi une possible réforme de la fiscalité environnementale, une incertitude notamment qui concerne les projets pertes dans la mise en œuvre du plan de reprise espagnol. Je vous ai dit qu'il y a un seul projet perte qui a été validé pour l'instant, le projet perte véhicules électriques et connectés. Ce qu'on peut dire sur l'examen de ce premier projet, c'est que les fonds européens, il est principalement financé par des fonds européens, semble plutôt bien employé a priori. Il y a également un effort spécifique qui a été fait au niveau de la gouvernance avec notamment de l'articulation des différents niveaux et des différents acteurs, avec une alliance pour le véhicule électrique et connecté, donc qui est chargée du suivi de ce projet, qui est présidé par le ministre de l'Industrie avec la participation des principales associations concernées, également la participation des communautés autonomes qui justement veulent pouvoir intervenir dans le cadre de ces projets. Une autre incertitude, mais qui dépasse le cadre de l'Espagne, c'est dans quelle mesure on va être capable vraiment de concilier transition écologique qui suppose des investissements importants et la réduction du déficit public qui demeure un objectif majeur en Espagne. Alors il y a quand même l'opportunité de l'afflux de fonds européens et selon les prévisions de budget pour 2022, le fait qu'on ait des investissements finalement extrêmement importants prévus dans ce budget devrait quand même être compatible avec la réduction du déficit qui devrait pouvoir fin 2022 être réduit à 5% du PIB, ce qui permettrait de le réduire de moitié par rapport à ce qu'il est actuellement à un niveau de 11% du PIB. Je vous remercie. Merci. Et donc, c'est Émeric Poteau qui dira les derniers mots en répondant à la question que nous a posée un panéliste sur le chat. Est-ce qu'il est possible d'envisager un verdissement des fonds du pacte de stabilité? Du pacte de stabilité. Pacte de stabilité. C'est encore des choses qui sont encore en cours de discussion. Rien n'est tranché, je pense, en la matière. Il y a plusieurs pistes. Je ne sais pas si ça ira jusqu'à le verdir, mais ce qui est certain, c'est que la Commission, dans le cadre du Green Deal, et on a déjà vu depuis 2020 des effets sur le semestre européen. C'est-à-dire que le semestre européen, c'est ce cycle qui permet d'intégrer
finalement une coordination des politiques économiques, des questions sociales également plus larges. Et je pense que la dimension, on peut le constater au travers des objectifs du millénaire qui y font l'objet d'un examen avec Eurostat. Chacun des États voit finalement son positionnement, sa trajectoire en la matière évaluée par Eurostat, et on a des rapports qui sont très précis sur chacun des États. Et donc ça permet d'ailleurs de répondre, c'est une voie intéressante pour les États qui rencontrent cette difficulté de consolidation d'une certaine manière des finances publiques nationales du point de vue de la trajectoire de verdissement, d'avoir comme support l'Union européenne qui peut, un peu comme pour la dette publique ou pour le déficit public, agréger des données avec une méthodologie commune, et ça pourrait être aussi une voie qui peut même aider d'une certaine manière les États de ce point de vue, parce qu'ils seront bien contraints de fournir les données en la matière. Mais voilà, j'ai pas de réponse définitive sur l'évolution du pacte de stabilité à la sortie lorsqu'on aura remis le pacte de stabilité en marche en situation ordinaire. Sur la question j'ai quelques instants pour... Bon, parce que évidemment, ce qui est important, c'est pas uniquement pour l'Union européenne de se donner des objectifs en matière de verdissement, c'est de les accompagner de dispositifs de suivi et d'indicateurs, parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et de ce point de vue, on peut constater quand même une évolution dans la législation de dernière génération, c'est-à-dire que il y a plusieurs étapes au cours desquelles ce suivi peut intervenir. Dans le cadre des fonds qui sont gérés en gestion partagée avec les États membres, il est prévu un suivi régulier entre les partenaires sur ce terrain-là, sur cette trajectoire, sur la base des déclarations de dépenses faites par les bénéficiaires. Donc on a déjà un suivi régulier. Ensuite, il y a un levier intéressant, notamment pour les fonds structurels, c'est les États qui n'auront pas respecté la cible en la matière ne pourront pas bénéficier pleinement du mécanisme de flexibilité de la clause rendez-vous qui intervient pour finalement la fin de programmation et les crédits disponibles pour 2026-2027. Donc ils ont intérêt à respecter ces objectifs-là, sinon ils risquent de perdre une partie de la manne qui leur était destinée. Au-delà, il y a un pilotage plus global, mais qui est politique, et ça s'inscrit tout à fait de ce qu'on a entendu ce matin d'ailleurs, l'appréhension du verdissement sous l'angle de la transparence. C'est-à-dire que dans le cadre de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, le triangle institutionnel s'est entendu sur le fait que tous les ans, la Commission devait présenter un rapport précisément sur l'évaluation des dépenses liées au climat. Et il y a une discussion donc entre la Commission, le Conseil et le Parlement sur ces sujets-là. Et si la cible n'est pas atteinte, si on n'est pas sur la bonne trajectoire, des mesures correctives devront être prises. Donc il y a un certain nombre de choses. Dernier mot simplement sur les indicateurs. C'est un élément, finalement c'est le nerf de la guerre, c'est peut-être l'élément le plus important. Parce que se fixer une cible sans avoir des indicateurs, c'est problématique. Et de ce point de vue jusqu'ici, la Commission européenne utilisait les marqueurs de l'OCDE en la matière, ce qui lui a permis de constater que sur la période 2014-2020, l'Union européenne avait atteint son objectif de 20% des dépenses liées au climat, mais ces indicateurs sont assez critiqués, en particulier, ces marqueurs sont critiqués, en particulier par la Cour des comptes européenne, qui a noté qu'ils avaient un avantage, qu'ils étaient simples, pragmatique, donc relativement facile d'usage, en particulier pour la Commission européenne, mais qu'il conduisait vraisemblablement à surestimer, d'autant qu'on ne prenait pas en considération les dépenses qui étaient nuisibles. Et donc la Commission l'entend, quand on lit les récents rapports sur la performance de la Commission, on voit bien que la Commission est en train d'abandonner ces marqueurs qui étaient liés aux objectifs des actions entreprises pour passer à un marqueur un peu plus fin sur les effets escomptés, donc c'est quand même un peu plus fin, et on voit bien que dans la réglementation de dernière génération, le législateur l'a pris en considération, puisque pour les grands programmes financiers, vous trouvez au terme de l'acte de base, de l'acte législatif de base, des tableaux identifiant pour chaque domaine politique sa contribution au climat, à la biodiversité, avec un pourcentage, et c'est quand même relativement précis. Évidemment, il y a encore un travail à faire sur ce terrain-là, mais ça permet tout de même d'avoir une classification qui se précise. Voilà.
Merci, chers collègues, mesdames, messieurs, merci de votre attention et merci à tous les orateurs de cette table ronde, en particulier à nos 3 collègues étrangers qui ont fait l'énorme effort de parler en français, ce qui est toujours très difficile de parler dans une langue qui n'est pas la langue maternelle lorsqu'on doit exposer des choses techniques. Encore une fois, merci et bravo.